Le toast de Noël de ma mère fut cruel, à ma fille qui ne peut pas payer son loyer. On aurait dû s'arrêter à deux. Tous riaient. J'ai juré, à Nouvel An, vous me supplierez. 15 jours plus tard, 94 appels manqués. Je suis Clémence, j'ai 25 ans. Le dîner de Noël était censé être sans histoire. De la nourriture, des banalités, le même vieux jeu de rôle. Puis ma mère s'est levée avec son verre de vin et a souri comme si elle allait dire quelque chose d'adorable. Au lieu de cela, elle s'est éclaircie la gorge et a dit « un toast ». À mon plus grand regret, ma fille de 25 ans qui ne peut toujours pas se payer de loyer. La pièce n'a pas seulement ri. Les gens ont applaudi comme si elle avait lancé une blague sur scène. Ma mère a penché la tête, laissant les faits se produire, puis a ajouté « honnêtement, nous aurions dû nous arrêter à 2 enfants ». Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas regardé autour de moi pour voir qui appréciait le plus. J'ai continué à manger lentement et calmement parce que je refusais de leur donner la réaction qu'ils mendiaient. Lorsque mon assiette fut propre, j'ai plié ma serviette, me suis levé, et pris mon manteau, et j'ai finalement regardé toute la table. D'ici le Nouvel An, ai-je dit, assez calme pour me faire peur, vous allez tous implorer mon pardon. Cela n'a fait que les faire rire encore plus fort. Quelqu'un a imité mon ton. Quelqu'un d'autre a qualifié ça de mélodramatique, et ma mère a levé son verre à nouveau comme si elle avait gagné. 2 semaines plus tard, je me suis réveillé avec 94 appels manqués. Et le premier message vocal n'était pas des excuses. C'était de la panique. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le seul dossier que j'avais gardé rangé pour une bonne raison, et j'ai passé le premier appel qui a tout changé. Ce dossier n'était pas sentimental. Ce n'était pas des photos ou de vieilles cartes. C'était de la paperasse. Propre, ennuyeux et puissant. Je le traînais avec moi depuis le jour où mon grand-père, Papy Georges Leroux, est décédé. Non pas parce que je planifiais quoi que ce soit, mais parce que je connaissais ma famille. Et je savais que dès que quelqu'un sentirait un levier, il se jetterait dessus comme si c'était de l'air. Quand Papy Georges est tombé malade, c'est moi qui l'ai conduit à ses rendez-vous, qui suis allé chercher ses ordonnances et qui me suis assise avec lui quand la maison devenait trop silencieuse. Je ne le faisais pas pour être loué. Je le faisais parce qu'il était la seule personne de ma famille qui ne me traitait jamais comme un problème à régler. Après sa mort, les autres se sont montrés comme s'ils avaient droit à la douleur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Comment mes parents ont fini par revivre dans la maison familiale. Comment ma sœur aînée, Mathilde, a emménagé temporairement. Comment mon jeune frère n'est en quelque sorte jamais parti. Comment les charges sont devenues ma responsabilité parce que j'étais la seule qui ne criait pas quand les factures atterrissaient sur le comptoir. Au début, je me suis dit que c'était une mauvaise passe. Les gens perdent leur emploi. Les gens prennent du retard. Les gens ont besoin d'aide. Mais ma famille n'agissait pas comme si elle avait besoin d'aide. Elle agissait comme si je leur devais quelque chose. J'étais celle avec un salaire stable. Celle qui ne gaspillait pas l'argent dès qu'il tombait. Celle qui lisait réellement les documents avant de les signer. Je travaillais de longues journées et rentrais à la maison pour trouver un évier plein de vaisselle qui n'était pas la mienne. Un frigo rempli de courses que j'avais payées. Et des gens qui me parlaient comme si j'avais de la chance qu'ils me laissent exister dans la même maison. Je l'entendais dans les petites remarques désinvoltes. Ce doit être agréable de n'avoir aucune vraie responsabilité. Tu es encore en train de comprendre la vie. Quand tu auras enfin grandi, tu comprendras. Pendant ce temps, c'était moi qui maintenais les lumières allumées. Lorsque la succession de Papy Georges a été gérée, ma mère a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin d'avocat, que la famille ne fait pas de paperasse contre la famille. Elle l'a dit avec cette voix chaleureuse qu'elle utilise quand elle cache un couteau derrière son dos. Mon père a hoché la tête comme toujours, comme si l'accord était son seul travail. Ma sœur Mathilde a souri et m'a dit que papy avait probablement laissé un petit quelque chose pour tout le monde. Mais que je ne devrais pas me faire d'illusions parce qu'il savait qui était fiable. Ce mot, fiable. Il l'utilisait comme s'il signifiait utile. Je n'ai pas discuté. Je ne les ai pas corrigés. Parce que la vérité était que papy avait laissé quelque chose. Et la personne à qui il l'avait confié n'était pas celle qui parlait le plus fort au dîner. Il me l'avait laissé, non comme une faveur, mais comme une décision. Les documents de fiducie étaient clairs. Les registres de propriété étaient clairs.
Les instructions étaient claires. Papy Georges ne voulait pas que cette maison se transforme en zone de non-droit. Et il ne voulait absolument pas qu'elle soit utilisée comme une scène où les gens pouvaient s'intimider mutuellement pour le sport. Alors, je suis restée silencieuse, pensant que le silence garderait les choses calmes. Tout ce que cela a fait, c'est leur apprendre qu'ils pouvaient pousser plus fort. C'est pourquoi, après le toast, je ne suis pas rentré chez moi pour envoyer des messages de rage. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas appelé d'amis pour me défouler. J'ai ouvert le dossier et appelé une avocate. Elle s'appelait Amélie Delacroix, et elle n'a pas semblé choquée quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle a semblé rôder. « Avez-vous les documents de fiducie et les registres de propriété ?» a-t-elle demandé. « J'ai tout, ai-je dit. Je l'ai gardé parce que je savais que quelqu'un essaierait de réécrire l'histoire plus tard. »« Bien, » a répondu Amélie. « Alors la prochaine étape est simple, même si émotionnellement, elle ne le semble pas. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le lendemain. Elle a scanné les documents comme si ses yeux étaient une machine. Toutes les quelques secondes, elle émettait un petit son, pas tout à fait un bourdonnement, comme si elle confirmait ce qu'elle s'attendait déjà à trouver. Puis elle m'a rendu les papiers et a dit, « Vous êtes la bénéficiaire légale, et la propriété est sous votre contrôle. Si d'autres adultes y vivent sans un accord que vous avez approuvé, vous pouvez entamer le processus pour les expulser correctement. » Correctement. Ce mot était important. Parce que ma famille aimait prétendre que j'étais impulsive, instable, mélodramatique. Si je faisais quoi que ce soit de désordonné, ils me peindraient comme la méchante et eux comme les victimes de mon emportement. Donc, je ne leur donnerai pas de désordre. Amélie m'a demandé qui y vivait actuellement, et je les ai énumérés sans utiliser de nom, car dire leur nom à voix haute dans ce bureau me donnait l'impression de leur donner un espace dans ma vie qu'ils ne méritaient pas. Elle n'a pas sourcillé. Elle a juste posé la question suivante, « Vous paie-t-il un loyer ? » Non. Contribue-t-il aux charges ? Non. Ont-ils un bail écrit ? Non. Amélie a hoché la tête une fois, comme si elle venait d'emboîter la dernière pièce. Ce sont alors des occupants sans bail. Nous allons signifier un avis formel et quand ils réagiront, nous documenterons tout. En quittant son bureau, elle m'avait déjà mise en contact avec l'agent immobilier affecté à ce quartier, Laurent Duval. C'était le genre de gars qui avait l'air fatigué avant même que vous ayez fini une phrase. Comme s'il avait passé toute sa carrière à gérer des adultes qui pensaient que les règles étaient facultatives. Il ne se souciait pas de mon drame familial. Il se souciait du processus. « Écoutez, une fois l'avis signifié, ils essaieront de vous appeler, » a-t-il dit. Ils essaieront de vous coincer. Ils essaieront de vous culpabiliser. Ne discutez pas. Ne négociez pas dans l'allée. Tout doit passer par votre avocate. Je lui ai dit, ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Laurent a marqué une pause. Ils le feront quand ils réaliseront que ce n'est pas une conversation. Cette nuit-là, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'excuses, pas de suivi maladroit, juste rien. Comme si le toast avait été une blague familiale normale et que j'avais été la seule à ne pas pouvoir l'encaisser. Je ne les ai pas corrigés. J'ai fait un petit sac, je suis resté quelque part où il ne pouvait pas se présenter sans y être invité, et j'ai laissé Amélie faire ce pourquoi je la payais. Avant la fin de la semaine, Laurent m'a envoyé un message. L'avis avait été signifié. J'ai fixé mon écran pendant un long moment, attendant de me sentir coupable, attendant d'avoir l'impression d'avoir franchi une ligne que je ne pouvais plus franchir. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus froid. Du soulagement. Parce que pour la première fois depuis des années, je ne leur demandais pas de me traiter avec respect. J'obligeais la réalité à se présenter à leur porte. Et comme si l'univers voulait prouver que Laurent avait raison, mon téléphone s'est illuminé, non pas avec un appel, mais avec un déluge. Le genre qui n'arrive que si quelqu'un vient de perdre le contrôle du récit. J'ai laissé sonner. Puis un SMS est arrivé de ma mère, court et sec, comme si elle essayait de paraître calme tout en s'étouffant de rage. « Tu penses pouvoir m'embarrasser après ce que tu as dit à Noël ? Appelle-moi maintenant. » Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi juste après. « Ce n'est pas ta maison. » Et puis un de plus. 3 mots qui m'ont dit exactement quel genre de combat ils étaient sur le point de commencer. Nous avons des avocats. La fois suivante où mon téléphone a vibré, ce n'était pas ma mère. C'était Amélie.
Ne leur répondez pas, a-t-elle dit comme si elle pouvait entendre la panique qui essayait de remonter ma gorge. S'ils ont vraiment engagé un conseiller, ils enverront quelque chose par écrit. Les SMS ne comptent pas. J'ai quand même fixé mon écran, regardant les appels s'empiler à nouveau. Le même schéma. Sonnerie, raccroché, sonnerie, raccroché. Comme si la répétition pouvait me forcer à obéir. Amélie a gardé sa voix plate. Je veux que vous fassiez 2 choses. Premièrement, faites une capture d'écran de tout. Deuxièmement, ne les rencontrez pas seuls. Pas dans l'allée, pas sur un parking, pas pour une discussion rapide. Ils essaieront de transformer cela en scène. J'ai laissé échapper un petit souffle. Ils le font déjà. Je sais, a-t-elle dit. C'est pourquoi nous allons rester ennuyeux. Ennuyeux était le dernier mot que j'aurais utilisé pour ce qui s'est passé ensuite. Parce qu'en moins d'1 heure, Laurent a appelé. Ils appellent mon bureau, a-t-il dit. Ils affirment n'avoir jamais reçu d'avis. Que c'est du harcèlement et que vous êtes manipulé. Manipulé par qui, ai-je demandé. Il a émis un son qui était à moitié rire, à moitié soupir. Ils n'ont pas dit. Ils répètent juste la même ligne. Ce n'est pas sa maison. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'ai pas essayé de le convaincre de quoi que ce soit. Ce n'était plus mon travail. Amélie m'a dit de tout lui transmettre. Ce que j'ai fait. Et puis je suis retourné à ma journée comme si je ne portais pas une grenade dans mon sac. Je suis allé au travail, j'ai gardé la tête baissée, j'ai fait ce pourquoi j'étais payé, et j'ai essayé de ne pas regarder mon téléphone toutes les 10 secondes. Cela a presque marché jusqu'à ce que la réceptionniste de mon immeuble m'envoie un message. Votre famille est là. J'ai figé, non pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'une partie de moi avait encore espéré qu'il ne serait pas si audacieux. Qu'il resterait derrière les écrans et enverrait la culpabilité par SMS comme d'habitude. J'ai marché lentement vers le hall, gardant mon visage calme parce qu'à la seconde où j'aurais semblé ébranlé, il se serait nourri de ça. Ma mère se tenait près du bureau d'accueil comme si elle y appartenait, manteau boutonné, menton levé, cette même expression qu'elle porte sur les photos quand elle veut que les étrangers croient qu'elle est gentille. Mon père était à côté d'elle, silencieux, les mains dans les poches, agissant comme s'il avait été traîné dans cette histoire contre sa volonté. Et ma sœur Mathilde était là aussi, appuyée sur une hanche, souriant comme si nous allions prendre un café. Le petit ami de Mathilde se tenait un peu derrière eux, bras croisés, scannant la pièce comme s'il cherchait quelqu'un à intimider. Je ne me suis pas arrêté assez près pour qu'il puisse me toucher. Ma mère m'a aperçu et a fait un pas en avant, la voix assez douce pour faire pourrir les dents. « Te voilà » a-t-elle dit. Rien. Elle a jeté un coup d'œil à la réceptionniste, puis est revenue à moi, jouant la comédie. Nous avons essayé de te joindre, ma chérie. Tu n'avais pas besoin de rendre ça si mélodramatique. Mathilde a ri sous cape. Tu fais toujours ça. Tu disparais, puis tu agis comme si tu étais la victime. Mon père a finalement parlé, doucement et fatigué. Clémence, parle-nous, c'est tout. Je ne l'ai pas fait. Je me suis tourné vers la réceptionniste et j'ai dit, je vais bien. Ils ne sont pas autorisés à revenir ici. Le sourire de ma mère a tremblé. Pas autorisés. Nous sommes ta famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous pouvez envoyer un courriel à mon avocate. Ce mot, avocate, l'a frappé comme une gifle. Son visage s'est durci si vite que cela m'a presque impressionné. Mathilde s'est rapprochée, laissant tomber la fausse chaleur. Alors, tu fais vraiment ça? Son petit ami s'est avancé aussi, la voix calme mais tranchante. Tu fais une erreur. Je ne lui ai pas répondu du tout. J'ai gardé mon attention sur ma mère. Elle s'est penchée juste assez pour que cela semble invasif. Puis elle a baissé la voix comme si elle partageait un secret. Tu veux jouer au jeu juridique? Bien, nous pouvons jouer aussi. Puis elle a élevé la voix à nouveau pour que le hall puisse entendre. Nous avons des avocats, Clémence. Tu ne peux pas faire ça. C'est de l'abus de faiblesse sur personne âgée. Tout le monde sait que Papy Georges n'aurait pas voulu que tu détruises la famille. C'était ça. La nouvelle histoire qu'ils avaient décidé de vendre. Abus de faiblesse. Comme si j'avais hypnotisé un homme adulte pour qu'il me fasse confiance. Je ne me suis pas défendu.
Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit ce que j'avais fait pour lui. Combien de fois j'étais restée assise à ses côtés quand le reste d'entre eux étaient occupés à vivre leur propre vie. Rien de tout cela n'avait d'importance dans un hall plein d'étrangers. Tout ce qui importait était le contrôle. Alors je suis restée calme. Je ne discute pas de cela ici, ai-je dit. Mon avocate. Les yeux de ma mère ont brillé. Tu te crois si intelligente, si flattée-elle, puis elle est revenue à sa voix publique. Nous nous inquiétons pour toi. Ce n'est pas normal, a ajouté Mathilde bruyamment. Elle n'est pas bien. Elle agit bizarrement depuis des mois. C'était leur mouvement. Non seulement me combattre légalement, mais empoisonner la façon dont les gens me voyaient pour s'assurer que si jamais je prenais la parole, j'aurais l'air instable. Mon estomac s'est serré, mais j'ai gardé mon expression plate. Partez, leur ai-je dit. Et je n'ai pas élevé la voix une seule fois. La réceptionniste était déjà tendue et je l'ai vue chercher le téléphone. Ma mère lui a jeté un regard dédaigneux, comme si elle possédait le bâtiment. Appelez qui vous voulez. C'est une affaire de famille. Le petit ami de Mathilde a souri. Dites à votre avocate qu'on la verra au tribunal. Je n'ai pas cligné des yeux. D'accord. La bouche de ma mère s'est serrée. C'est tout, a-t-elle claqué. C'est tout ce que tu as à dire après ce que tu as fait. Je lui ai donné exactement ce qu'elle méritait. Vous devriez partir. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait se jeter sur moi. Non pas pour me frapper, mais pour m'attraper, pour rendre la chose physique afin que je réagisse et qu'elle puisse pleurer la victime. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est juste penchée près et a chuchoté quelque chose que seul moi pouvais entendre. Tu vas finir seule. Puis elle a reculé et a annoncé fort et théâtralement. Nous partons parce que je ne vais pas la laisser s'embarrasser en public. Mathilde a levé les yeux au ciel et a suivi comme si elle s'ennuyait. Mon père ne m'a pas regardé une seule fois. Quand les portes se sont refermées derrière eux, le hall s'est senti plus lumineux, comme si l'air avait retenu son souffle. Je suis remonté à l'étage, mon pouls tambourinant, non par peur, mais par colère de voir à quel point ils étaient rodés. À quel point il leur était facile de changer de masque, selon qui regardait. J'ai appelé Amélie dès que je suis arrivé à mon bureau. Ils sont venus à mon immeuble, lui ai-je dit. Amélie n'a pas semblé surprise. Leur avez-vous parlé? Je leur ai dit de vous envoyer un courriel. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, écoutez attentivement. Cela est sur le point de s'intensifier. Ils vont affirmer que vous êtes instable. Ils vont insister pour une réunion et ils vont essayer de vous obtenir un prêt. J'ai dégluti. Ils ont dit qu'ils avaient des avocats. Laissez-les faire, a répondu Amélie. S'ils déposent quelque chose, nous répondrons. S'ils ne le font pas, nous continuerons d'avancer. Puis elle a marqué une pause juste assez longue pour me faire tomber l'estomac. Et une chose de plus, a-t-elle ajouté. Laurent m'a transféré un message du bureau de la propriété. Quelqu'un a essayé de changer les serrures ce matin. Ma main est devenue froide autour de mon téléphone. Quoi? La voix d'Amélie s'est aiguisée. Ils essaient de prendre le contrôle avant que la vie ne prenne effet. Ils ne peuvent pas le faire légalement, mais ils peuvent causer des dommages. J'ai besoin que vous me disiez tout de suite. Y a-t-il des caméras sur cette propriété? J'ai fixé le mur, entendant à nouveau le murmure de ma mère comme s'il était toujours dans mon oreille. Tu vas finir seul. Puis mon téléphone a vibré avec un nouveau SMS. Pas de ma mère, pas de mon père. Un numéro inconnu. C'était une seule phrase et ce n'était pas de la culpabilité. C'était un avertissement. Nous sommes déjà à l'intérieur. Rentre chez toi si tu veux tes affaires. Je ne suis pas rentré chez moi parce que ce n'était plus chez moi depuis longtemps, mais j'y ai conduit quand même, les mains serrées sur le volant, Amélie sur haut-parleur et Laurent m'envoyant des mises à jour du bureau de la propriété. Ne rentrez pas seul, a dit Amélie. S'ils ont changé quoi que ce soit, nous le documentons d'abord. S'ils vous bloquent, vous appelez le numéro de non-urgence et vous restez calme. Le message de Laurent est apparu alors que j'attendais à un feu rouge. Ils ont essayé de soumettre une demande de changement de serrure sous une fausse autorisation. Le bureau l'a refusé. Puis un autre, la maintenance a trouvé des marques d'outils fraîches sur le chambranle de la porte arrière. Donc, quand ce numéro inconnu a envoyé le SMS,
nous sommes déjà à l'intérieur, ce n'était pas du bluff. C'était eux qui testaient jusqu'où ils pouvaient pousser avant que je ne réagisse. Je me suis garé dans la rue et j'ai vu le SUV de ma mère garé comme si elle possédait l'endroit. Mon estomac s'est noué, non par peur, mais par la rage familière d'être envahi et de devoir sourire à ce sujet plus tard. Je n'ai pas marché jusqu'aux marches. Je me suis arrêté sur le trottoir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer sans dire un mot. Le petit ami de ma sœur a ouvert la porte avant même que je ne l'atteigne. Comme s'il attendait. Il se tenait dans l'embrasure de la porte avec cette expression suffisante et calme que les gens portent quand ils pensent vous avoir coincé. « Tu es venu ?» a-t-il dit. « Je viens chercher mes affaires », ai-je répondu, gardant ma voix plate. « Bouge. » Il ne l'a pas fait. Il a regardé derrière moi comme s'il voulait un public. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de ma mère. Clémence. Finalement, ma mère est apparue derrière lui tenant un torchon, comme si elle était en train de recevoir. Comme si c'était juste une autre nuit où elle décidait que les règles ne s'appliquaient pas à elle. « Tu n'as pas besoin d'enregistrer », a-t-elle dit, offensée, comme si c'était moi qui étais inapproprié. C'est une conversation familiale. Je n'ai pas arrêté de filmer. Vous êtes en violation de propriété. Ma mère a ri, sèchement et de manière dismissive. Oh, s'il te plaît. Nous vivons ici. Mathilde est apparue ensuite, bras croisés, cheveux parfaits, expression ennuyée. Tu en fais vraiment trop, a-t-elle dit. Tu es parti, tu as fait une crise et maintenant tu reviens jouer au propriétaire. Je n'ai pas corrigé le mot crise. Je n'ai même pas regardé son petit ami. J'ai gardé mes yeux sur ma mère. Ce n'est pas une conversation. Je vous ai dit qu'un avis vous a été signifié. Vous ne pouvez pas vous imposer pour prendre le contrôle parce que cela ne vous plaît pas. Le visage de ma mère s'est contracté comme il l'avait fait à Noël juste avant qu'elle ne lance le deuxième coup. Tu veux parler de force? Tu veux parler de contrôle? Tu te promènes en agissant comme si tu étais meilleur que tout le monde, comme si tu étais la seule à travailler, la seule qui comptait. Je l'ai laissé parler parce que chaque mot était la preuve de qui elle était vraiment. Mathilde s'est avancée. Tu n'as même pas de vraie vie, Clémence. Tu as un travail et tu es rancunière. C'est tout. Ma mère a hoché la tête, fière d'elle. Et tu fais tout ça parce que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Jalouse. Non pas de l'attitude de Mathilde. Pas de la cruauté de ma mère, non pas de la façon dont ils traitaient la gentillesse comme une faiblesse. Jalouse n'était que l'étiquette qu'ils utilisaient quand ils ne voulaient pas admettre la vérité. Ils avaient besoin de moi et ils détestaient que j'ai finalement cessé d'agir comme si j'avais besoin d'eux en retour. J'ai pointé mon téléphone légèrement vers le chambranle de la porte. Pourquoi la serrure est-elle endommagée? Silence. Juste une seconde. Et cela m'a tout dit. Le petit ami de Mathilde a haussé les épaules comme si ce n'était rien. La porte coince. On l'a réparée. Vous n'avez rien réparé, ai-je dit. Vous avez forcé l'entrée. Ma mère a levé les mains. La performance recommençait. Écoute-toi. Forcer l'entrée. Nous ne sommes pas des criminels, Clémence. Nous sommes ta famille. C'était le moment où j'ai réalisé ce qu'ils faisaient. Ils n'essayaient pas de gagner légalement. Ils essayaient de me faire exploser pour pouvoir dire à tout le monde que j'étais le problème. Si je criais, si je les bousculais, si je pleurais, ils l'auraient transformé en leur histoire préférée. La fille instable attaque sa mère aimante. Alors je suis restée ennuyeuse. J'ai reculé, enregistrant toujours, et j'ai appelé le numéro de non-urgence tout en me tenant en pleine vue de l'embrasure de la porte. J'ai dit mon nom, donné l'adresse, expliqué calmement que les occupants sans bail refusaient de me laisser accéder à mes affaires et qu'il y avait des dommages visibles à l'entrée. Les yeux de ma mère se sont écarquillés et le masque a glissé. « Tu es sérieuse ?» a-t-elle sifflé. Mathilde a ricané, mais cela ne sonnait plus confiant. « Tu appelles la police pour ta propre mère ?» Je gère la situation correctement, ai-je dit, et je le pensais. La voix d'Amélie était toujours dans mon oreille. Stable et froide. Nous restons ennuyeux. Nous restons documentés. Quand l'agent est arrivé, l'ambiance de toute la maison a changé. La voix de ma mère est redevenue chaleureuse. Prudente,
de la façon dont elle le fait quand elle veut que les étrangers pensent qu'elle est la victime d'une enfant ingrate. Le petit ami de Mathilde a essayé de parler par-dessus moi. Ma mère a essayé d'expliquer les malentendus familiaux. Ma sœur a essayé d'avoir l'air blessée. Je n'ai pas discuté. J'ai montré la vie. J'ai montré la paperasse qu'Amélie m'avait dit de garder à portée de main. J'ai montré le chambranle endommagé à la caméra. Et j'ai montré le SMS du numéro inconnu. L'agent n'a pas pris parti émotionnellement. Il a juste précisé que cela n'allait pas être réglé par l'intimidation dans une embrasure de porte. J'étais autorisé à récupérer des effets personnels, et s'ils interféraient, cela se transformerait en un autre type de problème pour eux. Ma mère m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais amené la réalité dans son fantasme. Vas-y, a-t-elle claqué, s'écartant avec une générosité exagérée. Prends tes petites affaires. Puisque tu veux gâcher Noël pour tout le monde, tu pourrais aussi bien prendre le peu qui te reste. Ce n'est pas Noël, ai-je dit, et je n'ai pas élevé la voix. C'est juste ce que vous êtes. Je suis entré avec mon téléphone toujours en enregistrement et j'ai pris seulement ce qui importait, mon ordinateur portable, mes documents, quelques effets personnels que je ne voulais pas perdre s'ils devenaient mesquins. Je ne me suis pas attardé. Je n'ai pas regardé les photos de famille sur le mur parce que la moitié d'entre elles étaient de toute façon mises en scène. Alors que je ressortais, ma mère m'a suivi, gardant sa voix basse pour que l'agent n'entende pas. « Tu penses que tu gagnes ?» a-t-elle chuchoté. « Mais tu vas apprendre quelque chose. Tu ne peux pas expulser ton propre sang et t'en sortir indemne. » Je l'ai regardé. Vraiment. Je l'ai regardé et j'ai compris à quel point elle aimait le pouvoir d'être cruelle. Je ne m'en sors pas indemne, ai-je dit. Je m'en sors. Point final. Ce soir-là, Amélie m'a appelé d'un ton que je n'aimais pas. Ils ont fait leur premier geste officiel, a-t-elle dit. Ma gorge s'est serrée. Qu'ont-ils fait? Amélie a expiré une fois. Ils ont déposé une demande d'audience d'urgence. Ils affirment que la fiducie est invalide et demandent à la cour de geler toute action sur la propriété. J'ai fermé les yeux, entendant le toast de ma mère à nouveau, comme s'il résonnait encore sur les assiettes du dîner. Amélie a continué, ils ont également contacté votre lieu de travail. La pièce est devenue très silencieuse autour de moi. Comment, ai-je demandé. Pas directement, a dit Amélie. Ils appellent ça une préoccupation de bien-être. Ils essaient de vous faire passer pour instable afin de vous faire pression pour que vous reculiez. Je n'ai pas répondu pendant un instant parce que je pouvais déjà l'imaginer. Ma mère souriant à mon service des RH de la même manière qu'elle souriait à Noël. Servant du poison comme si c'était un dessert. La voix d'Amélie s'est aiguisée. Clémence, écoutez-moi. C'est la partie où ils arrêtent de prétendre que c'est familial et commencent à essayer de détruire votre vie. Mon téléphone a vibré à nouveau pendant qu'elle parlait. Un nouveau message vocal de ma mère. Pas des excuses, pas un plaidoyer. Juste une phrase serrée de satisfaction, comme si elle avait finalement trouvé une arme qui pouvait m'atteindre là où la paperasse ne le pouvait pas. Je viens à ton travail demain. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé avec un réveil. Je me suis réveillé avec ce message vocal assis dans ma poitrine comme un poids. Je viens à ton travail demain. Ma mère n'essayait même plus d'avoir l'air inquiète. Elle semblait confiante, comme si elle avait trouvé le seul endroit où elle pouvait encore me contrôler. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai transmis le message vocal à Amélie. Puis je l'ai retransmis à mon courriel personnel parce que j'avais appris à la dure que tout ce qui est stocké à un seul endroit peut disparaître quand vous en avez le plus besoin. Amélie a appelé en quelques minutes. Bien. Gardez tout. Et avant d'entrer au travail aujourd'hui, vous allez faire quelque chose pour moi. Quoi, ai-je demandé. Vous allez parler au RH d'abord, a-t-elle dit. Pas après qu'elle se soit montrée. Avant. Vous leur dites que vous êtes confronté à un différend familial privé. Vous avez un conseil juridique et vous ne consentez à ce qu'aucun tiers ne vous contacte au travail. J'ai fixé mon comptoir de cuisine, le café refroidissant devant moi. Cela va paraître mélodramatique. Cela va paraître responsable, a corrigé Amélie. Et s'ils ont déjà commencé à planter des préoccupations de bien-être, vous devez contrôler les faits avant qu'ils ne contrôlent l'histoire. Alors je l'ai fait. Je suis entré dans le bureau et j'ai demandé à parler au RH en privé. Ma voix est restée stable,
mais je pouvais sentir mon pouls dans ma gorge. Je ne suis pas en danger, ai-je dit, parce que je ne voulais pas qu'ils me comprennent mal. Mais je suis au milieu d'un différend juridique avec des membres de ma famille, et ils ont essayé de me contacter ici. Je demande à ce que personne prétendant être de ma famille ne soit autorisé à m'approcher via l'accueil, et si quelqu'un se présente, je veux que la sécurité soit impliquée. Les RH n'ont pas semblé choqués. La femme en face de moi avait l'air fatiguée, comme si elle avait déjà entendu des versions de cela. « Avez-vous de la documentation ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu un courriel imprimé d'Amélie décrivant les bases. Rien de personnel, juste assez pour montrer que je n'inventais rien pour attirer l'attention. J'ai aussi montré la transcription du message vocal. Les RH ont hoché la tête lentement. Nous pouvons documenter cela et en informer l'accueil. Si quelqu'un se présente, nous nous en occuperons. J'ai expiré. Pas du soulagement exactement, plus comme si j'avais construit un petit mur avant la tempête. Cela n'a pas arrêté la tempête. Cela l'a juste empêché de m'engloutir entièrement. À l'heure du déjeuner, ma mère a recommencé à appeler. Pas mon portable cette fois, la ligne principale du bureau. La réception a transféré un appel avant de réaliser ce qui se passait. J'ai regardé le téléphone sur mon bureau s'allumer avec appelant externe et j'ai senti mon estomac se tordre. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis les courriels ont commencé. Pas à moi, à la boîte de réception de contact général avec mon nom dans la ligne d'objet. C'était le style de ma mère. Rendre ça assez public pour que j'ai honte de l'ignorer. Un message disait « J'essaie de joindre ma fille. C'est urgent. Elle n'est pas bien. » Un autre a suivi 10 minutes plus tard. Je suis sa mère. J'ai le droit de prendre de ses nouvelles. Quand cela ne lui a pas donné ce qu'elle voulait, Mathilde a essayé un nouvel angle. Elle a envoyé un message direct à mon superviseur sur un réseau professionnel. « Bonjour, je suis la sœur de Clémence. Nous sommes préoccupés par elle. Elle prend des décisions irrationnelles et coupe les ponts avec la famille. Si elle se montre en colère, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. » L'audace de cela m'a frappé si fort que j'ai failli rire. Ils n'essayaient pas seulement de gagner le combat de la propriété. Ils essayaient d'empoisonner ma réputation. La seule chose que j'avais construite sans eux. La réponse d'Amélie a été immédiate et précise. Capture d'écran de tout. Ne répondez pas et dites au RH de sauvegarder ses courriels. Puis elle a ajouté, nous allons déposer quelque chose de notre côté. Quel genre de quelque chose, ai-je demandé. Un avis de harcèlement par l'intermédiaire de notre conseil et une demande formelle qu'il cesse de contacter votre lieu de travail. Elle a dit, ce n'est pas un geste mélodramatique, c'est un geste protecteur. Pendant qu'elle s'occupait de ça, Laurent m'a transféré un rapport de maintenance. Ils avaient trouvé plus que des marques d'outils. Quelqu'un avait essayé de forcer le portail latéral, et il y avait des éraflures sur le chambranle de la fenêtre qui n'étaient pas là auparavant. Ce n'était pas suffisant pour crier au cambriolage, mais c'était suffisant pour montrer l'intention. Quelqu'un testant des points faibles. Quelqu'un essayant d'obtenir l'accès sans laisser de traces écrites propres. Le message de Laurent était court. Ils deviennent imprudents. Ce soir-là, Amélie m'a demandé de revenir à son bureau, non pour me réconforter, mais pour la stratégie. Elle a exposé leur dépôt en langage clair. Ma famille demandait à un juge de suspendre le processus, affirmant que la fiducie était injuste, affirmant que mon grand-père n'était pas dans son bon état d'esprit, affirmant que je lui avais fait pression. Ils essaient de geler votre capacité d'agir, a-t-elle dit. Ils savent que s'ils peuvent gagner du temps, ils peuvent vous épuiser. Et si ça marche, ai-je demandé. Amélie a tapoté la paperasse. Ça ne marchera pas si nous répondons correctement. Les documents de votre grand-père sont correctement exécutés. Il y a des témoins, il y a des registres, et vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi? La cohérence, a dit Amélie. Vous ne changez pas votre histoire selon qui écoute. Elle m'a demandé de parcourir la chronologie, non pas comme un journal intime, mais comme une liste d'actions, de rendez-vous, d'ordonnances, de factures, les factures de la propriété que j'avais couverte, les courriels du bureau de la succession. Chaque fois que j'avais hésité parce que je ne voulais pas paraître mesquine, Amélie m'arrêtait. Ce n'est pas mesquin, disait-elle. C'est la preuve. Puis elle m'a regardé et a ajouté, parlez-moi de Noël. Je ne voulais pas.
C'était la partie qui me serrait encore la gorge. Non à cause des mots, mais à cause de la pièce. Comme tout le monde avait ri facilement, à quel point cela leur semblait normal. Je ne l'ai pas enregistré, ai-je admis. Amélie ne m'a pas grondé. Elle a juste hoché la tête. D'accord, alors nous utilisons ce que nous avons. Et c'est là que mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je reconnaissais réellement. C'était ma cousine, la seule personne de la famille qui était toujours restée juste assez loin pour voir les choses clairement. « J'ai besoin de te parler », a-t-elle écrit. J'ai quelque chose de cette nuit-là. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant plus vite. « Que as-tu » ai-je tapé en retour. Sa réponse est arrivée une seconde plus tard. Un enregistrement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Les yeux d'Amélie se sont plissés quand elle a vu mon visage. Qu'est-ce que c'est? J'ai dégluti. Quelqu'un a enregistré le toast de ma mère. Amélie s'est penchée en avant. Tout professionnalisme calme avait disparu pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Obtenez-le et ne dites à personne d'autre que vous l'avez. Ma cousine a envoyé un autre message avant que je ne puisse répondre. Il prévoit une réunion de famille ce week-end. A-t-elle écrit. Il n'arrête pas de dire que tu reviendras à la raison une fois que tu seras dans la pièce avec tout le monde. J'ai levé les yeux vers Amélie. Ils essaient de me coincer. Amélie a hoché la tête une fois, lentement. Il ne planifie pas une réunion. Il planifie un piège. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un message de groupe dont je n'avais pas fait partie depuis des années. Ma mère m'y avait rajouté. Un mur de SMS a rempli mon écran, l'un après l'autre, comme une incantation. Sois là. Arrête de faire ça. Tu nous embarrasses. La famille passe avant tout. Puis le message de ma mère a atterri en bas, audacieux dans mon esprit, même si ce n'était que du texte. Si tu ne te présentes pas, nous nous assurons que tout le monde sache ce que tu es vraiment. Je l'ai fixé, ressentant cette envie familière d'expliquer, de me défendre, de les supplier de me voir comme humaine. Au lieu de cela, j'ai tendu mon téléphone à Amélie. Elle l'a lu une fois, puis a levé les yeux. Bien, a-t-elle dit doucement. Maintenant, nous savons exactement jusqu'où ils sont prêts à aller. Au samedi matin, l'air était tendu, comme si tout se dirigeait vers un seul point, et j'étais la seule à voir l'accident arriver. Amélie ne m'a pas laissé marcher dedans. Vous n'allez pas à cette réunion de famille, a-t-elle dit. S'ils veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire de leurs conseils. S'ils veulent vous signifier quelque chose, ils peuvent le faire de la manière appropriée. Votre travail est de rester prévisible. Prévisible était la dernière chose que ma famille voulait de moi. Ils voulaient une scène. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient que je sois coincé dans un salon pendant que tout le monde parlait par-dessus moi. Et ma mère jouait l'adulte raisonnable. Au lieu de cela, Amélie a organisé une rencontre différente. Dans son bureau, ma cousine était assise en face de moi, les mains serrées autour d'un gobelet en papier, les yeux fuyants comme si elle regrettait de s'être impliquée, mais ne pouvait pas désapprendre ce qu'elle avait vu. Elle ne m'a pas fait de câlin. Elle n'a pas essayé de me réconforter. Elle a juste glissé son téléphone sur le bureau. Je ne l'ai pas enregistré pour t'aider, a-t-elle dit doucement. Je l'ai enregistré parce que ta mère faisait ce truc où elle devient méchante et agit ensuite comme si c'était inoffensif. Je voulais une preuve pour moi-même. Amélie a pris le téléphone en premier. Elle a écouté, son visage complètement vide, comme si elle révisait un contrat. J'ai regardé ses yeux pendant que la voix de ma mère remplissait la pièce. Claire, souriante, confiante, disant les mots qu'elle ne dirait jamais devant des gens qui pourraient réellement la tenir responsable. Quand les applaudissements ont commencé dans l'enregistrement, mon estomac s'est tordu. Amélie a mis en pause, a regardé ma cousine et a posé une question. Avez-vous partagé ceci avec quelqu'un? Ma cousine a secoué la tête rapidement. Non, je ne l'ai même pas dit à mon mari. Je ne voulais pas être mêlée à ça. Amélie a hoché la tête une fois. Bien, vous n'êtes pas mêlée à ça. Vous êtes un témoin avec un dossier et nous allons le gérer avec soin. J'ai fixé le téléphone comme si c'était quelque chose de radioactif. Pouvons-nous même utiliser ça? Amélie ne m'a pas fait de sermon sur les lois. Elle m'a donné quelque chose de mieux. La certitude.
Nous allons l'utiliser de la bonne manière, a-t-elle dit. Non pas pour les embarrasser, mais pour montrer le schéma. L'humiliation publique, la manipulation est un motif de représailles une fois que vous avez cessé de vous conformer. Elle a rendu le téléphone à ma cousine. Ne le supprimez pas. Ne le modifiez pas. Ne le transférez pas, gardez l'original. Si quelqu'un vous demande, vous ne dites rien. Ma cousine a dégluti. Ils vont s'en prendre à moi. Ils le font déjà, a répondu Amélie. Vous ne l'avez juste pas encore remarqué. Cet après-midi-là, ma mère a quand même essayé le piège. Elle ne m'a pas appelé. Elle ne m'a pas envoyé de SMS. Elle a envoyé Mathilde parce que Mathilde aimait toujours jouer la messagère quand elle pensait que cela la rendait importante. Mathilde s'est présentée au café près de mon appartement comme si c'était une coïncidence, faisant la queue comme si elle n'avait pas traqué l'endroit où je logeais. Son petit ami rôdait à l'extérieur, appuyé contre sa voiture, les bras croisés, surveillant les fenêtres comme s'il gardait une porte. Mathilde a souri quand elle m'a vu, ce faux sourire calme qu'elle porte quand elle veut prétendre qu'elle est la personne mature. « Clémence » a-t-elle dit, comme si nous venions de nous croiser dans un centre commercial. « Nous devons parler. » Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas offert la chaise en face de moi. Je n'ai même pas fermé mon ordinateur portable. « Tu ne devrais pas être ici, ai-je dit. » Le sourire de Mathilde s'est resserré. « Tu agis comme si tu avais peur de ta propre sœur. »« J'agis comme si tu étais prévisible, ai-je répondu. » Ses yeux ont brillé. Puis elle a baissé la voix comme si elle me rendait service. « Maman essaie d'arranger ça. Tu la forces à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. » Cette phrase m'a presque fait rire parce qu'elle était si parfaitement inversée. Mathilde a glissé un papier plié sur ma table, le poussant avec un doigt. « Je t'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit. Pour que tu n'aies pas à continuer de payer une avocate pour te dire ce que tu sais déjà. » Je ne l'ai pas touché. « Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. »« Une solution, a-t-elle dit. »« Trop lisse. Tu signes, tu arrêtes l'expulsion, et nous arrêtons toutes ces histoires désordonnées. Tu retrouves la paix, maman retrouve sa famille, et personne n'a à découvrir à quel point tu es tombé. » C'était là encore. La même cruauté, le même mépris. Comme si ma vie était une rumeur qu'il pouvait répandre si je ne me comportais pas bien. Je suis restée assise, gardant ma voix plate. Envoyer un courriel à mon avocate. Le masque de Mathilde s'est fissuré. « Tu es sérieuse? » Oui. Elle s'est penchée plus près, son ton s'aiguisant. « Tu penses qu'Amélie peut te protéger de quoi? De maman qui est contrariée, de papa qui est stressé, de la famille qui te voit enfin pour ce que tu es? » Mon pouls a cogné fort une fois, mais je n'ai pas réagi comme elle le voulait. Je me suis levé lentement, j'ai ramassé mon ordinateur portable et j'ai dit, cette conversation est terminée. Le petit ami de Mathilde a ouvert la porte avant même que je ne l'atteigne, se dressant sur mon chemin comme s'il possédait le trottoir. « Tu ne peux pas t'en aller comme ça, » a-t-il dit, silencieux et menaçant sans utiliser un seul mot explosif. Je me suis arrêté, je l'ai regardé, puis j'ai regardé droit derrière lui le barista derrière le comptoir qui regardait déjà. Ma voix ne s'est pas élevée. « Bouge. » Il ne l'a pas fait. Alors, j'ai fait exactement ce qu'Amélie m'avait appris à faire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai dit clairement, « Vous m'empêchez de partir. » Mathilde a ricané. « Oh mon Dieu, tu es tellement mélodramatique. » Son petit ami s'est écarté juste assez pour prétendre qu'il était raisonnable. Je suis sorti sans le toucher, sans l'effleurer, sans leur donner quoi que ce soit qu'ils puissent transformer en une histoire différente. Au moment où je suis arrivé à ma voiture, Amélie appelait déjà. « Ils vous ont signifié quelque chose, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Ils ont essayé, ai-je dit. Je ne l'ai pas pris. »« Bien, » a répondu Amélie. « Ils essaient de vous faire signer votre levier sans que mon bureau ne voie jamais le document. » Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Mes mains étaient stables, mais ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Amélie a continué, « L'audience est prévue plus tôt que prévu. Ils ont insisté pour l'urgence parce qu'ils veulent geler votre action par le temps et vous transformer en la méchante avant que le processus ne se termine. » J'ai regardé le parking, regardant le petit ami de Mathilde se tenir trop près de ma voiture comme s'il voulait que je me sente piégé.
Que se passe-t-il à l'audience, ai-je demandé. Nous nous présentons préparés, a dit Amélie. Nous montrons que la fiducie est valide. Nous montrons que vous avez suivi la procédure et nous montrons que leur comportement est des représailles. Nous demanderons également aux juges des limites parce qu'ils escaladent en dehors du processus légal. Les jours suivants ont filé vite, non pas avec des dates et des rappels de calendrier, mais avec ce sentiment d'être tiré en avant par un élan que vous n'aviez pas demandé. Laurent m'a envoyé un rapport final du bureau de la propriété. Plus de tentatives d'accès, plus de plaintes de voisins concernant des cris, et une demande de visite documentée parce que quelqu'un avait commencé à endommager les parties communes. Il n'a pas ajouté d'opinion, juste des faits, ce qui était exactement ce dont nous avions besoin. Amélie a tout rassemblé. L'avis, les SMS, les tentatives de contact au travail, l'incident du hall, les notes de maintenance et l'enregistrement. Le matin de l'audience, je me suis assise derrière Amélie à la table du conseil et j'ai gardé mon visage neutre tandis que ma mère entrait vêtue d'un pull doux et d'une expression fragile comme si elle s'était entraînée à avoir l'air blessée devant le miroir. Mon père est resté près d'elle, non pas soutenant, juste présent. Mathilde avait l'air de s'ennuyer, comme si elle attendait que quelqu'un lui donne ce qu'elle voulait. Son petit ami était assis derrière eux, me regardant avec le même calme suffisant. Leur avocat a parlé en premier. Il n'a pas crié. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air soigné, comme s'il avait fait cela 100 fois. Il a affirmé que mon grand-père avait subi des pressions. Il a sous-entendu que j'étais isolé. Il a suggéré que j'agissais impulsivement par ressentiment. Il a demandé au juge de tout suspendre, de geler toute action sur la propriété jusqu'à ce qu'une révision complète puisse être effectuée. Puis Amélie s'est levée. Elle n'a pas commencé par des sentiments. Elle a commencé par la structure. Elle a guidé le juge à travers les documents de fiducie, les témoins, l'exécution, la clarté du langage. Elle a exposé les étapes que j'avais entreprises, l'avis approprié, l'absence de tout bail ou accord qui donnait à ma famille le droit de rester indéfiniment. Et puis, sans drame, elle a introduit des preuves de conduite, contacté mon lieu de travail, se présenter sans y être invitée, tentative de changer les serrures sans autorisation, et pression répétée en dehors des canaux légaux. Quand elle a fait référence à l'enregistrement, la tête de ma mère s'est redressée si vite que son acte fragile a failli tomber de son visage. Leur avocat s'est opposé. Amélie n'a pas bronché. Le juge n'a pas semblé amusé. Le juge avait l'air fatigué. La façon dont les juges regardent quand ils peuvent sentir la manipulation se cacher sous les valeurs familiales. Après ce qui a semblé être toute une vie de respiration silencieuse, le juge a parlé. La demande d'urgence de geler l'action a été refusée. Pas avec un discours, pas avec une leçon, juste un refus ferme suivi d'instructions qui ont serré la bouche de ma mère. Le juge a clairement indiqué que le processus pouvait continuer. Et si ma famille voulait contester la fiducie, elle pouvait déposer une plainte correctement et suivre les règles au lieu d'essayer de me faire pression pour que j'abandonne. Ensuite, le juge s'est tourné vers la conduite, en particulier le contact avec mon lieu de travail et le fait de se présenter là où je leur avais demandé de ne pas le faire. Le juge n'a pas appelé ça maléfique. Le juge n'a pas appelé ça abus. Le juge a appelé ça ce que c'était, inapproprié, et il fallait que ça cesse. À l'extérieur de la salle d'audience, ma mère a bougé rapidement. Pas de larmes maintenant, pas de voix douce. Elle a marché droit vers moi comme si elle avait oublié que d'autres personnes existaient. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit à travers ses dents. Amélie s'est interposée entre nous sans la toucher. Ça l'est pour aujourd'hui. Vous avez reçu des instructions. Ne contactez pas ma cliente directement. Les yeux de ma mère ont balayé Amélie, puis sont revenus vers moi. Et pour la première fois, elle a semblé effrayée. Non pas de perdre sa famille, mais de perdre le contrôle. Le petit ami de Mathilde a marmonné quelque chose sous sa respiration en s'éloignant. Quelque chose destiné à me faire froid dans le dos sans donner à quiconque une raison claire de réagir. Je n'ai pas réagi. J'ai juste regardé partir. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait tomber l'estomac encore plus fort que l'audience. Ils n'étaient pas venus au tribunal pour gagner. Ils étaient venus pour voir ce que j'avais. Et maintenant, ils savaient que j'avais des preuves. J'avais la procédure. Et j'avais quelqu'un qui se tenait entre moi et leur chaos. Ce qui signifiait que le prochain mouvement ne serait pas légal. Il serait personnel. Ce soir-là, Laurent m'a appelé d'une voix que je ne lui avais jamais entendue.
tendue, urgente, plus d'ennui. J'ai besoin que vous vous asseyiez, a-t-il dit. La maintenance est entrée dans l'unité pour une visite documentée, et vous devez entendre ce qu'ils ont trouvé. Il a marqué une pause juste assez longue pour me rendre la gorge sèche. Ils n'ont pas seulement fait un désordre, a dit Laurent. Ils ont essayé de ruiner la propriété exprès, et ils ont laissé quelque chose derrière qui va changer la façon dont la prochaine étape se déroule. Je me suis assise parce que la voix de Laurent avait changé d'une manière que je ne reconnaissais pas. Il n'avait pas l'air ennuyé ou fatigué ou comme si ce n'était qu'un autre problème de locataire. Il ressemblait à quelqu'un qui avait ouvert une porte et souhaitait ne pas l'avoir fait. La maintenance a fait la visite avec un témoin. Il a dit qu'ils avaient tout documenté. Photos, vidéos, notes écrites. J'envoie le rapport complet à Amélie en ce moment. Ma bouche était sèche. Qu'ont-ils fait? Laurent a expiré une fois. Ils ont essayé de rendre l'endroit inhabitable. Des trous percés dans les cloisons sèches. Des portes d'armoire arrachées. Un évier laissé couler assez longtemps pour déformer la base. Ils ont également étalé de la nourriture dans les bouches d'aération comme s'ils voulaient que l'odeur reste même après leur départ. J'ai fermé les yeux, non parce que j'étais choqué, mais parce que je pouvais imaginer exactement qui ferait cela et appellerait ça justifié. Ma mère. Mathilde. Des gens qui pensaient qu'une propriété n'était qu'une autre scène et que les conséquences n'étaient que quelque chose qui arrivait aux autres familles. Il y a plus, a dit Laurent, et son ton s'est resserré à nouveau. Ils ont laissé le thermostat à fond, les fenêtres entr'ouvertes, et ils ont rayé le sol en ligne droite comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd exprès. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'ils avaient laissé quelque chose derrière. Ma main s'est crispée autour de mon téléphone. Alors quoi? Ils ont laissé une note, a-t-il dit. Une manuscrite. Elle était scotchée à l'intérieur d'un placard de cuisine. Je n'ai pas répondu. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Laurent l'a lu lentement comme s'il ne voulait pas donner de pouvoir aux mots. Si nous ne pouvons pas la voir, vous ne l'aurez pas non plus. Pendant une seconde, tout ce que j'ai entendu, c'est le bruit des applaudissements de cet enregistrement. Des gens applaudissant la cruauté comme si c'était un divertissement. Et le toast de ma mère est revenu. Non pas comme un souvenir, comme un avertissement. Mon plus grand regret, s'arrêter à 2 enfants. Je me suis posé une question que je ne voulais pas dire à voix haute. Depuis combien de temps était-il comme ça? Et depuis combien de temps m'entraînais-je à appeler ça normal? Amélie a appelé juste après que Laurent ait raccroché. Cela change notre approche, a-t-elle dit, la voix basse et tranchante. Ils ont franchi la ligne des dommages matériels. Ce n'est pas un drame familial. C'est une preuve. Je ne voulais même pas de vengeance, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Je voulais juste qu'ils arrêtent. Amélie n'a pas adouci. Vouloir qu'ils arrêtent est exactement la raison pour laquelle nous gérons cela correctement. Ils ne vont pas s'arrêter parce que vous demandez gentiment. Ils s'arrêtent quand il y a un prix. Les étapes suivantes sont venues rapidement, non pas comme une chronologie, mais comme des décisions qui s'empilaient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul chemin à suivre. Amélie a déposé une demande de dommages et intérêts liés à l'état de la propriété. Et elle a également demandé une ordonnance d'interdiction de contact basée sur le schéma, se présenter à mon lieu de travail, me coincer en public, essayer de me forcer à signer des documents, essayer de changer les serrures, et maintenant la destruction intentionnelle. Quand j'ai entendu les mots interdiction de contact, mon estomac s'est serré, comme si une partie de moi croyait encore que les couper était un péché. Puis je me suis souvenu du toast. Je me suis souvenu de la façon dont ma mère souriait quand elle le disait, comme si elle attendait une fête pour m'humilier publiquement parce qu'un mardi ordinaire ne venait pas avec un public. Quel genre de mère a besoin d'applaudissements pour se sentir puissante? Le jour où la période d'avis finale s'est terminée, je ne suis pas allé à la propriété. Je ne me suis pas tenu sur le trottoir pour regarder. Je n'avais pas besoin de cette image gravée dans mon cerveau. Laurent a coordonné avec l'application appropriée et un serrurier, et Amélie s'est assurée que chaque instruction était suivie afin qu'il n'y ait pas de faille qu'il pourrait exploiter plus tard. Je suis resté dans le bureau d'Amélie, les mains serrées autour d'un verre d'eau que je n'ai jamais bu, attendant que mon téléphone sonne. Quand il a sonné, ce n'était pas ma mère. C'était Laurent. C'est fait, a-t-il dit simplement. J'ai attendu le triomphe. Attendu ce moment de film où l'opprimé sourit enfin.
Ce que j'ai ressenti à la place était le calme, comme si le volume de ma vie avait été baissé après des années de bruit constant. Laurent a continué. Ils ont essayé de discuter. Ils ont essayé de faire traîner les choses. Ils ont essayé d'agir comme des victimes, mais ils sont partis. J'ai dégluti. Ont-ils pris leurs affaires? Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, a-t-il dit. Ils ont laissé des déchets et des meubles cassés comme une crise de colère. La visite est terminée, les serrures sont changées et l'unité est sécurisée. J'ai pressé mes doigts dans mes paumes si fort que ça a failli faire mal, juste pour rester présente. Et puis il a ajouté, une chose de plus. Votre mère n'arrêtait pas de demander, qui vous l'a dit? Qui l'a aidé? Elle le répétait comme si elle ne pouvait pas accepter l'idée que vous ayez fait cela sans être influencé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Parce que si je l'ai fait toute seule, alors son histoire s'est effondrée. Amélie a terminé l'appel pour moi. Nous passons au nettoyage, a-t-elle dit. Professionnel seulement, gardez les reçus, documentez les réparations. Ne mettez pas les pieds là-bas seul. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. C'est à ce moment-là que mon téléphone a recommencé à s'illuminer comme la nuit après Noël. Sauf que cette fois, ce n'était pas un plaidoyer. C'était de la rage. Mon père a laissé un message vocal qui ne ressemblait même pas à mon père. Cela ressemblait à quelqu'un lisant une ligne qu'on lui avait donnée. Tu déchires la famille. Tu vas le regretter. Le message de ma mère est venu ensuite et le ton était différent maintenant. Pas de douceur, pas de performance, juste du venin. Tu te crois si adulte. Tu te crois si intouchable. Tu n'es rien sans nous. Mathilde a envoyé un long SMS qui essayait d'avoir l'air calme, comme si elle était au-dessus du chaos. Et c'est comme ça que j'ai su qu'elle tremblait. Ça va te suivre. Les gens vont le découvrir. Les employeurs parlent. Tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses. J'ai tout transmis à Amélie et j'ai ensuite bloqué chaque numéro. Non par colère, mais par clarté. Parce que restait-il à dire d'autre? Ils avaient déjà dit la vérité à Noël, à voix haute avec un sourire devant tout le monde. Les appels, les menaces, la fausse inquiétude, la réunion de famille, l'acte au tribunal. Ce n'étaient que des tentatives de réécrire ce qu'ils avaient révélé. Les conséquences sont arrivées comme les vraies conséquences dans la vie. Non pas comme des explosions dramatiques, mais comme de la paperasse, des factures et des portes qui cessent de s'ouvrir. Mes parents n'ont pas pu simplement emménager quelque part. Les demandes ont été refusées lorsque les propriétaires ont vu des paiements manqués et des conflits récents liés à une adresse. Ils ont rebondi entre un motel bon marché de long séjour et des amis qui ont cessé de répondre après une semaine. Parce que personne n'aime hériter du chaos de quelqu'un d'autre. La relation de Mathilde n'a pas survécu au stress comme elle le pensait. Son petit ami aimait jouer les durs dans les cafés. Il n'aimait pas payer pour les garde-meubles, les cautions et les frais de déménagement. Quand il a réalisé que ma famille n'emménageait pas dans un nouvel endroit, mais s'écrasait dans sa vie. Il a commencé à dormir ailleurs, puis a cessé de revenir entièrement. Mon père a essayé de jouer le pacificateur d'une main tout en signant tout ce que ma mère mettait devant lui de l'autre. Et il a fini là où les gens comme lui finissent toujours. Seul, rancunier, et blâmant toujours l'enfant qui a refusé d'être utilisé. Et ma mère ne pouvait pas supporter que le dernier mot ne soit pas le sien. Elle a envoyé des messages par l'intermédiaire de parents, de vieux amis de la famille, par l'intermédiaire de n'importe qui qu'elle pouvait recruter pour faire son sale boulot sans se salir les mains. Certains ont essayé la culpabilité. Certains ont essayé la religion. Certains ont essayé la vieille ligne qui fait hocher la tête sans réfléchir. Mais c'est amer. Je me suis posé une question qui me faisait l'effet d'avaler du verre. Si c'est vrai, qu'est-ce que cela fait de moi pour elle? Amélie a obtenu l'ordonnance d'interdiction de contact. Non pas parce que ma mère était bruyante, mais parce que le schéma était clair, documenté et en escalade. Cette ordonnance n'a rien guéri. Elle n'a pas réparé le passé. Elle a juste donné à mon avenir une frontière avec des dents. Puis sont arrivés les dommages, pas des chiffres fantaisistes, des chiffres réels. Réparation, nettoyage, remplacement, main-d'œuvre. Le genre d'argent qui ne semble pas mélodramatique jusqu'à ce que vous le voyez écrit ligne après ligne et que vous réalisiez combien coûte la destruction lorsque vous ne pouvez pas vous en sortir. Ma mère a essayé de soutenir qu'elle y avait droit. Mon père a essayé d'affirmer qu'il ne savait pas.
Mathilde a essayé de dire que c'était émotionnel et non intentionnel. Les photos disaient le contraire. La note disait le contraire. Le rapport de maintenance disait le contraire. Et le juge ne se souciait pas de leurs sentiments. Le juge se souciait des faits. Ils n'ont pas été emmenés. Personne n'a prononcé de discours. Ce n'était pas cinématique. C'était pire pour eux. Ils ont été condamnés à payer en euros et ils n'avaient pas les économies pour prétendre qu'ils étaient au-dessus de ça. Les saisies sur salaire sont devenues un mot qu'ils ont dû apprendre. Les plans de versement sont devenus leur nouvelle normalité. Et chaque fois qu'ils essayaient de recommencer, chaque fois qu'ils essayaient de jouer la victime dans une nouvelle pièce, ils se heurtaient au même mur. Les gens dans la vraie vie n'applaudissent pas la cruauté de quelqu'un d'autre quand il y a une facture attachée. J'ai vendu la propriété après qu'elle ait été réparée. Non pas parce que je voulais de l'argent, mais parce que je voulais de la distance. Je ne voulais pas d'une adresse physique me liant à leurs droits pour toujours. Lorsque la vente a été conclue, je n'ai pas célébré. Je n'ai pas posté. Je n'ai appelé personne pour me vanter. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé. J'ai dit calmement à mon lieu de travail que le problème avait été traité légalement et je les ai remerciés d'avoir protégé mes limites. Les RH n'ont pas demandé l'histoire parce que dans le monde réel, la plupart des professionnels ne veulent pas de drame. Ils veulent juste que le problème soit réglé. Lors de ma première nuit dans mon nouvel endroit, je me suis assise au bord de mon lit dans un appartement calme où personne ne pouvait faire irruption. Personne ne pouvait exiger la preuve que je méritais le respect. Personne ne pouvait transformer ma douleur en blague pour des applaudissements. Et j'ai repensé à Noël. Pas la nourriture, pas les décorations, pas les assiettes, juste la voix de ma mère, souriant alors qu'elle m'appelait son regret. Les gens adorent demander, est-ce que ça en valait la peine, comme si les seules options étaient le pardon ou la destruction. Voici la vérité. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai cessé de financer la version d'eux qui avait besoin de moi petite pour se sentir grande. Je n'ai pas obtenu de réconciliation. Je n'ai pas eu d'excuses sincères. Je n'ai même pas obtenu de clôture comme les films la vendent. J'ai obtenu quelque chose de mieux. Le silence, l'espace, une vie où l'amour n'est pas un piège et la famille n'est pas un mot que l'on utilise pour excuser la cruauté. Et si vous avez déjà été celle à la table dont tout le monde se moque, demandez-vous ceci, s'ils applaudissent quand vous souffrez, à quoi êtes-vous censé être fidèle ?